Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série HO. Le film non, la série d'aujourd'hui est Luke Cage saison 2. On continue notre grande récap des séries de Defenders et notamment des saisons 2 qui sont sorties quasiment toutes actuellement. Si elles sont toutes sorties, Daredevil saison 3 vient de sortir. Et donc on enchaîne après la récap de la saison 2 de Jessica Jones sur le récap de la saison 2 de Luke Cage. Pour la petite histoire, la petite parenthèse tout de suite, je vais faire un réexport des critiques que j'avais fait des saisons 1, notamment j'avais fait une grande review de 2 heures en 2 grosses parties sur toutes les séries de Defenders. C'est un peu indigeste, notamment on m'a fait remarquer dans une critique d'une de mes vidéos, et je tiens à remercier le viewer très chaleureusement d'avoir fait ça, que voilà, les vidéos où je chuchote sont un peu longues. Je chuchotais parce que mon bébé dormait, donc voilà, je pouvais pas enregistrer à d'autres moments, et en l'occurrence, c'est un petit peu fastidieux d'écouter 1 heure de ça, donc ce que je vais faire, c'est que je vais ressortir les critiques des saisons 1 pour que vous connaissiez mon avis en entier, si vous le souhaitez, en format unique. Je vais bientôt sortir celle de la saison 1 de Jessica Jones, et je vais faire la même chose pour Luke Cage, Iron Fist et Daredevil saison 1 et 2. Voilà, c'était juste pour la petite info. Et à l'avenir, si je refais des reviews en chuchotant, je ferai en sorte que ce soit beaucoup plus court, parce que c'est un peu trop long quand même quand je chuchote. Voilà, après ces bonnes résolutions très intéressantes et qui n'intéressent que moi, on va passer donc à la saison 2 de Luke Cage. Alors pour revenir un petit peu sur la saison 1 de Luke Cage rapidement, moi j'étais un petit peu en porte-à-faux par rapport aux critiques que j'avais pu entendre ou voir sur internet, notamment parce que j'ai pas adoré. J'ai trouvé que Jessica Jones ça fonctionnait beaucoup mieux. Pour moi Jessica Jones saison 1 et 2 c'est globalement la meilleure série des séries de Defenders, clairement. Je mets Daredevil derrière et Luke Cage ensuite. Et je vais donc vous donner mon avis sur la saison 2 tout de suite. Mais à partir de la saison 1, je trouvais que c'était une série qui avait de belles qualités. Je trouvais notamment le style et l'ambiance qu'ils avaient réussi à mettre, ce côté un petit peu soul, ce côté un petit peu jazzy, musique noire américaine, Harlem. Je trouvais que ça fonctionnait vraiment très très bien, notamment avec ce générique emblématique qui pour moi est le meilleur le générique des séries de Defenders. C'est un générique qu'on n'oublie pas, je trouve qu'il est extrêmement fort. Simple et extrêmement fort, et qui tient sa force de sa simplicité d'ailleurs, je trouve. C'est simplement Luke Cage qui met un coup de poing et on voit ce corps noir massif essayer de briser un mur, de détruire un mur, et c'est vraiment très très bon, notamment parce que ça finit sur ce nom Luke Cage qui est un nom inventé et qui a qui est un symbole concernant les Noirs américains. C'est vraiment très beau. Et en l'occurrence, ce style musical des épisodes, je l'ai souligné dans ma critique de la saison 1, à boucler des épisodes avec une musique et tout ça, j'avais trouvé ça très très bien, j'avais trouvé que ça donnait beaucoup de corps, beaucoup de style, beaucoup d'élégance à la série, alors qu'elle abordait des sujets complexes, et ça lui donnait un style très déterminé, très franc par rapport aux autres séries, notamment de The Defenders, mais aux séries en général, puisque j'ai pas vu d'autres séries comme ça, de black exploitation aussi frontale, entre guillemets, modernisée, réinventée, et pour le coup, je trouve bien utilisée, puisque dans l'univers du monde de super-héros, on attire un autre public et on peut le sensibiliser à d'autres questions, et pour le coup, c'était bien fait concernant Luke Cage saison 1. Donc il y avait ce gros point positif là, malheureusement amoindri par des points négatifs qui moi m'ont un peu saoulé, le fait que le personnage principal, personnellement je trouve pas que Mike Colter ait énormément de charisme, il en a, mais je suis pas submergé, je trouve le personnage classe, plutôt bien écrit, mais je trouvais que la saison 1 ronronnait un peu, c'était un peu lent, à part le personnage principal qui avait une histoire complexe, je trouvais les autres personnages relativement inintéressants. Ils avaient grosso modo ils étaient sur des lignes droites un peu trop évidentes, que ce soit Maria Dillard, que ce soit Cottonmouth qui est donc les méchants de la saison, même Shades qu'on sent clairement qu'il va devenir le méchant entre guillemets, l'antagoniste de la saison 2 ou avoir un rôle beaucoup plus important, alors qu'il a une histoire très forte avec Luke Cage. Je trouvais beaucoup trop en retrait pendant la saison, et le grand méchant entre guillemets de la saison 1 au final était un personnage assez creux dont on apprenait l'histoire trop tardivement et de manière beaucoup trop légère pour en percevoir émotionnellement la densité, ce qui du coup enlevait beaucoup d'intérêt à son personnage, sans compter que l'acteur qui l'interprétait était, je trouve pour le coup, relativement limité et avait pas grand chose à proposer en termes de jeu, tout simplement, faut le dire, j'ai trouvé malheureusement qu'on arrivait là dans la limite du casting de série B entre guillemets américaine. On peut avoir d'excellents acteurs comme Frank Wallet qui jouait lui par contre Raphael Scarf, un flic pourri dans la saison 1 et qui le faisait très bien, qui est un type de rôle qu'il fait souvent mais qui pour le coup maîtrise très bien, et du coup le personnage était, je trouve, un des rares personnages ambigus et complexes de la saison 1. Mais voilà, pour ça on avait l'acteur qui jouait donc
qui jouait qui jouait Diamondback, Eric Larray Harvey, qui est un jeu tout simplement limité, donc ça n'avait pas grand intérêt. Du coup, ça faisait une saison un peu molle, où je trouve qu'au bout d'un moment, ça devenait un peu fastidieux, sans compter qu'on avait eu des effets, je trouve, un peu mal gérés. Bon, c'était la première saison, ils étaient peut-être dans l'expérimentation aussi, et c'est respectable. Le créateur de la série, qui est Odari Coker, étant sa première série télé, en l'occurrence, ils ont fait un appel de fou. On a un effet spécial génial dans la première saison, où il y a le premier épisode de la première saison, où t'as un mec qui essaie de mettre un coup de poing dans la mâchoire de... Je sais pas si c'est le premier ou le deuxième épisode, de Luke Cage, et qui se casse la main, le poing, sur sa mâchoire, et c'était un effet 3D assez génial. Et en l'occurrence, cet effet-là, c'est le meilleur effet spécial de la saison, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a plus jamais après d'autres effets que, voilà, on lui tire dessus, puis ça fait des trous dans ses vêtements, quoi. Et c'est bien, mais c'était du coup au détriment des chorégraphies, au détriment par moments de certains effets qui clairement étaient faits pour cacher un petit peu le fait qu'on pouvait pas utiliser de la 3D tout le temps, que ça coûte trop cher, et que voilà, il fallait bien que en même temps on voyait le personnage de Luke Cage tataner des gens, mais du coup ça, par moments ça ramait un petit peu, ça avait un petit côté guignolesque. Heureusement la série avait l'intelligence de ne pas insister là-dessus, mais on y avait quand même droit par moment, et c'était un petit peu limite, ça enlevait de la qualité, de l'intensité, de la vraisemblance à la série. Du coup, j'attaquais cette deuxième saison avec une sensation mitigée, mais en me disant qu'il y avait eu des choses intéressantes faites dans d'autres séries, et que du coup, Odari Coker avait probablement eu le temps de corriger certaines erreurs, et je dois admettre que pour le coup, très frontalement, ça a été plutôt le cas. Pitch rapide de la série, Luke Cage, tout auréolé d'avoir sauvé New York dans The Defenders, est donc devenu grosso modo le daron de Harlem. Il a réussi à faire mettre Maria Dillard en prison, Cottonmouth n'est plus, et Diamondback non plus. Ce qui fait que Harlem est un petit peu sous sa coupe, à tel point que Luke Cage prend un petit peu trop confiance en lui et devient de plus en plus violent. Ce que sa compagne, Claire Temple, avec qui il s'est installé, et qui est interprétée encore une fois très très bien par Rosario Dawson, n'a rien à dire dans ses interprétations dans les différentes séries de The Defenders, elle est impeccable de bout en bout. Remarque ça et essaye plus ou moins de lui faire reprendre contact avec son père, pensant que c'est la source de ses problèmes. Luke Cage est un peu résistant à ça et ne veut pas trop reprendre contact avec son père. Leur relation se tend, et au moment où leur relation est au plus faible, malheureusement, un nouvel ennemi débarque à Harlem, de nom de Bushmaster, jamaïcain de naissance et clairement antagoniste affirmé, et voulant se venger très fortement de Maria Dillard. Luke Cage se retrouve donc entre deux feux, entre une Maria Dillard décidée à défendre son territoire et à revenir à Harlem pour récupérer son pouvoir, et un Bushmaster décidé à détruire Maria Dillard et à mettre à feu et à sang Harlem, si c'est nécessaire pour cela. Donc voilà, c'est un petit pitch un petit peu brouillon, vous m'excusez, d'habitude je les écris un peu plus, mais bon, comme je vous ai dit sur le pitch de Jessica Jones, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les saisons, donc je vais plutôt vous parler directement de la série. En l'occurrence, une des premières choses que j'ai beaucoup appréciées dans cette saison 2 par rapport à la saison 1, c'est que les différents personnages ont enfin un vrai trajet, avec une vraie densité. C'est plus seulement Luke Cage qui a un vrai trajet dans la série. On a par exemple le personnage de Misty Knight, la fameuse inspectrice de police qui l'aide déjà dans la saison 1 et qui donc les aidait dans The Defenders et qui est là dans cette saison 2 de Luke Cage, qui donc subit les contre-coups de la blessure qu'elle a subie dans The Defenders, mais aussi de la réputation qu'elle a auprès de ses collègues, puisque son ancien binôme Scarf, était un flic pourri, ce qui fait qu'on ne veut plus vraiment d'elle, mais comme elle a sauvé New York dans The Defenders, on est un peu obligé de la garder. Elle se retrouve un petit peu entre deux eaux, et la série prend son temps pour développer ça, je trouve, de manière intéressante. J'irai pas jusqu'à dire que je trouve le jeu de Simone Missick intéressant, je trouve que c'est une actrice relativement limitée, mais le personnage est bien écrit, ce qui fait qu'on suit plutôt bien, je pense, ses attournements, et notamment ses prises de tête avec ses collègues, et son questionnement par rapport à son avenir de policière. Ça marche plutôt bien. Ou au moins il y a de la densité dans cette saison, et ça enlève un petit peu un côté gratuit de son personnage dans l'histoire. En parallèle de ça, on a l'histoire de Shades, donc toujours joué par Théo Rossi, pour le coup excellent je trouve dans le rôle, toujours en couple, désormais en couple avec Maria Dillard, toujours excellemment interprété par Alfre Woodard, et là vraiment c'est un couple très intéressant dans cette série, très complexe, puisque c'est à la fin de la saison 1 ça arrivait un petit peu comme un cheveu sur la soupe, le fait que Théo Rossi ait envie que Shades ait envie de faire de Maria Dillard la nouvelle chef d'Harlem, c'était
que basé sur son nom de famille, là, les Stokes. Donc honnêtement, j'étais un petit peu sceptique, je trouvais que ça fonctionnait pas bien. Autant là, dans la saison 2, ils savent prendre le temps et on comprend vraiment le couple qu'ils forment ensemble, la complexité de leur rapport et le côté vénéneux de leur relation, puisque évidemment, c'est deux criminels avec des codes d'honneur très très différents. Grosso modo, Shades a un code d'honneur et Maria Dillard pas du tout. L'objectif pour elle, c'est de gagner. Et leur confrontation tout au long de la saison est vraiment bonne, notamment leur attirance. Leur relation émotionnelle, ça marche vraiment, vraiment très bien. L'acteur qui débarque donc dans cette saison et qui joue Bushmaster, Mustafa Shakir, est excellent. Il est vraiment excellent. Il a un jeu, pour le coup, quand je dis qu'il est excellent, il faut me comprendre. Il n'a pas un jeu très complexe. Je pense pas que ce soit un immense acteur. Ou je pense pas, par exemple, qu'il ait un jeu spécialement meilleur. Si, quand même, un peu meilleur que celui qui jouait Deinberg dans la saison 1. Il a un jeu complexe, j'ai envie de dire. Non, je m'exprime mal. Il a un jeu avec 1 ou 2 niveaux d'intensité, grosso modo. Mais il les utilise au bon escient. Et du coup, le trajet de Bushmaster dans la saison fonctionne bien aussi grâce à son interprétation. L'histoire est très complexe. Elle prend le temps d'être racontée, c'est tout simple, ça l'aide beaucoup, ça c'est clair. L'acteur qui jouait Diamondback encore une fois dans la saison 1, il n'a pas eu cette chance-là, hein, il était un petit peu laissé tout seul, avec ses sourires là, et puis son côté psychopathe facile. Là au moins on a un personnage qui est clairement violent, clairement comment dire, complètement outrancier dans la violence, mais en même temps qui a un combat de fond moral qui reste très lisible, et il franchit jamais une certaine limite, ce qui fait qu'on a grosso modo un personnage auquel on peut s'attacher, dont on peut comprendre les motivations, même si on peut ne pas être d'accord avec lui. Et c'est une bonne réussite de cette saison-là, d'avoir réussi à introduire un antagoniste complexe et bien écrit. On a ensuite la fille de Maria Dillard, Tilda Johnson, qui est interprétée par Gabrielle Lee-Denis, qui elle aussi a un trajet très intéressant, complexe, puisqu'elle est herboriste et elle essaie de revenir comme ça une sorte de virginité de nom et de morale face à sa mère qui n'a aucune morale. Donc c'est aussi un rapport complexe, et elles ont plusieurs dialogues et plusieurs moments horribles, où vraiment pour le coup le personnage de Maria Dillard, magnifiquement encore une fois interprété par Alfre Woodward, lui dit des choses mais horribles. C'est horrible ce qu'elle dit à sa fille, c'est vraiment très très bien écrit ça. Tout ça pour dire, c'est très mélodramatique, on est d'accord, ça joue beaucoup sur des ficelles de séries télé très fortes, hein. Les personnages ont tous des relations compliquées, noires, violentes, avec un passé sanglant et très immoral, mais en même temps, je trouve que ça fonctionne parce que tout tourne autour d'un débat qui est animé par le personnage, centralisé par le personnage de Luke Cage, interprété de manière nickel par Mike Colter, qui pour moi encore une fois a les mêmes limites des jeux dans la saison 1, mais son trajet est très complexe puisqu'il reprend contact avec son père et que ce contact n'est pas facile. La série prend le temps de montrer leur antagonisme, l'endroit où son père qui est pasteur s'oppose à lui, l'endroit où le personnage de Luke Cage s'oppose à son père et à tort aussi. Ils ont tous les deux des raisons et des torts, et je trouve que la série le montre plutôt bien. Et de facto on se retrouve avec un personnage qui commence la saison avec une sorte d'abus de pouvoir, qui est ramené à ce qu'il est et à ses limites par le personnage de Bushmaster, qui ensuite a ce vrai retour moral envers sa famille et qui doit admettre que lui aussi a fait des erreurs, notamment, même si son père lui a fait des choses horribles, lui aussi a fait des choses vis-à-vis de son père qui n'étaient pas justes, pas intelligentes. Et du coup, toute la fin de la saison et le fait que Luke Cage cherche réellement comment enrayer la spirale de violence à Harlem, quitte à en devenir lui aussi quelque part radical et à clairement considérer Harlem comme une zone fermée du reste de New York, est très très intéressante. Je trouve que la grande force de cette saison 2, c'est ça, c'est un vrai scénario global qui se pose la question de comment arrêter la violence dans un quartier comme Harlem. Vraiment concrètement, avec tous les enjeux d'effets spéciaux et de guests qui peuvent arriver des autres séries et tout ça, et d'où le fait que c'est une série de super-héros. Mais elle pose une question de fond qui est une question de fond de souvent des héros vigilantes des comic books, soit Iron Fist, Daredevil ou autre, de savoir comment à un moment donné, quand on se met à combattre le crime, on arrive à arrêter le crime. Parce que leur objectif à eux, c'est quand même d'avoir une vie à un moment donné. Et c'est pas des flics. C'est des gens qui prennent de leur temps à eux pour changer les choses de manière, on va dire, complètement gratuite. Et là aussi, la question de la gratuité est posée à un moment donné par Luke Cage. C'est très intéressant, les différentes questions. Au début, on le voit notamment au début de la saison, je spoil à peine, on le voit faire notamment des spots télé, montrer qu'il est sportif, qu'il est capable de faire des trucs de fou, d'être plus rapide que Shane Bolch, caricature. Enfin, ils le disent, hein, donc ça joue là-dessus. On rajoute cet élément-là pour dire que les Jamaïcains vont lui en vouloir encore plus. Bon, c'est un petit peu facile, mais l'idée est très intéressante. Et en l'occurrence,
C'est bien vu, c'est bien vu. Chacun des personnages de The Defenders a vraiment des problématiques qui, dans ces saisons 2, puisque pour l'instant j'ai vu les saisons 2 de Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist, ont vraiment un développement complexe. C'est pas seulement ils viennent et puis ils ont la saison 2, ils combattent le crime et voilà. Ils viennent et ils ont leur questionnement par rapport à leur point de vue sur cette question-là. Jessica Jones, c'est clairement, ne veut pas être une super-héroïne et du coup elle a un vrai problème puisque si elle n'est pas super-héroïne, ben c'est un monstre. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a le droit d'utiliser son pouvoir pour être, comment dire, pour être détective? Est-ce que moralement c'est juste d'utiliser un tel don parce que si elle ne l'utilise pas pour faire quelque chose d'exceptionnel ou pour le bien des autres, au final ça reste un don monstrueux. Iron Fist est confronté à sa nature même de Iron Fist. À quoi ça sert d'avoir le Iron Fist si tu peux pas tataner des gens? Si à un moment donné tu fais que de la médiation, c'est une arme pour menacer, oui, mais est-ce qu'à un moment donné t'as pas envie de l'utiliser quand tu l'as? Ce point-là, je reviendrai sur la critique de cette saison 2 d'Iron Fist. Mais c'est encore une fois une question très juste. Des questions qui étaient posé dans Jessica Jones, mais pas du tout posé par exemple dans la saison 1 d'Iron Fist, ce qui était un très gros problème, ou même dans la saison 1 de Luke Cage, c'était beaucoup trop secondaire. Et donc là, Luke Cage, lui, il est confronté à ça. Il peut arrêter les balles, il est indestructible, il est quasiment impossible de le tuer, visiblement, mais ça suffit pas. Pour arrêter le crime, pour arrêter les gens qui exploitent Harlem, pour changer l'état d'esprit aussi des personnes qui considèrent, notamment dans la population nord-américaine d'Harlem, qu'ils doivent être dominées. Enfin, il y a tout un mécanisme comme ça qui est social et qui n'est pas seulement celui du super-héros, mais qui pose la question du devoir du super-héros qui choisit d'être un vigilante. Bref, une saison 2 vraiment dense et complexe, et chacun des personnages et des axes pose la question indirectement à ce que va faire Luke Cage. La fille de Maria Dillard est clairement une exagération de la morale de Luke Cage qui est confronté à une mère impossible en termes moraux. Le couple Shades-Maria, c'est clairement une manière de gérer Harlem, puisqu'au bout d'un moment, on a Maria qui considère qu'elle peut mettre un feu à Harlem parce que Harlem lui appartient, et Shades qui, grosso modo, lui répond qu'elle ne peut pas, qu'ils arriveront jamais à garder Harlem en agissant comme ça. Et c'est très intéressant, c'est vraiment très très intéressant comme débat. Et c'est la même question à un moment donné pour Luke Cage. S'il domine Harlem, au début de la saison il domine Harlem, mais est-ce qu'il va arriver à un moment donné à juguler assez le crime pour ne plus avoir à s'en occuper? Et visiblement on se rend compte que le vigilante, par définition, ça ne marche pas. Il doit toujours être en action s'il veut que ça marche. Or c'est pas possible, c'est un être humain. Bref, c'est très intéressant à cet endroit-là. Le personnage de Misty Knight est dans la même question. Elle veut agir et faire les choses bien, mais en même temps, être flic, ça veut dire avoir la confiance de ses collègues pour pouvoir faire les choses de la voie. Or, on ne lui fait plus confiance, même si c'est pas de sa faute, on lui fait plus confiance. Donc, est-ce que ça vaut encore le coup d'être flic quand tes collègues te font plus confiance? Elle se pose ces questions-là. Et ça renvoie du coup à la position de Luke Cage, qui lui n'est pas flic, ne veut pas être flic, mais qui fait un travail qui est proche de celui des flics. Parce qu'il a bien vu que quelque part, à un moment donné, Misty, elle est coincée par le fait d'être flic, elle peut pas agir des fois, et lui, il veut pas être coincé comme ça. Mais du coup, il y a personne comme garde-fou pour l'avoir, et du coup, le personnage de Claire Temple, et le fait qu'elle lui pose les questions constamment de sa morale et de l'utilisation intelligente de son pouvoir, et du fait qu'il devienne violent, et que pour pouvoir faire quelque chose de bien, il doit lui aussi aller bien, et régler les questions de sa vie intime, est très intéressante. Vous avez compris l'idée, j'ai fait un peu une métaphore filée, j'ai lié les différentes intrigues, mais vous comprenez l'idée. Il y a vraiment une densité dans l'écriture qui fait plaisir dans cette saison 2 de Luke Cage. Saison 2 qui, malheureusement, a aussi des défauts. Le premier, c'est qu'on a perdu un petit peu ce côté musical, ce côté épisode bouclé par une musique, notamment parce qu'on passe beaucoup moins de temps à la fameuse boîte de nuit, j'ai oublié le nom de la boîte, où ils vont constamment, oh là là, ça va me revenir à un moment donné, le Paradise quelque chose. Bon, ça me revient pas. Non, je sais plus le nom de la boîte, ça va me revenir. Et en l'occurrence, on a tout un travail autour de l'ambiance dans la saison 1 qui est encore là, plus ou moins dans la saison 2, mais qui du coup est un peu moins là. Et notamment ce côté musical qui avait pourtant été tellement réussi, je trouve, dans la saison 1, et un peu trop en retrait. On a par moments, heureusement, grâce au personnage de Bushmaster, le retour d'une musique reggae jamaïcaine qui va rythmer certaines séquences et tout ça, et du coup ça fonctionne vraiment, encore une fois, très très bien. Mais je trouve, pour moi c'est un défaut parce que c'était une vraie qualité de la saison 1, et je pense que la saison 2 avait les éléments et la densité pour réintroduire ces différents éléments stylistiques qui fonctionnaient vraiment très très bien dans la saison 1. Et donc en l'occurrence,
on a maintenant comment dire, une série qui est devenue un peu plus visuellement et un peu plus, comment dire, archétypale du style des séries de Defenders. On retrouve un peu le style de Jessica Jones, malheureusement, dans Luke Cage. Toujours avec le même effet, Jessica Jones, on aura plus de lumière bleue, Luke Cage plutôt de lumière jaune. Ok, d'accord. C'est pas inintéressant, mais je trouve que c'est un petit peu faible. Notamment parce que le scénario se permet d'aller super loin. Enfin, les personnages franchissent réellement des Rubicons, tous, hein, pendant la saison 1. Maria Dillard en tête, qui fait des trucs complètement dingues dans cette série, dans cette saison. Shades aussi, qui franchit un vrai cap moral. La fille de Maria aussi. Misty Knight, qui fait des choix très forts et qui vit vraiment des grandes circonvolutions pendant la saison. Claire Temple aussi, et évidemment Luke Cage, la fin étant, pour le coup, culottée, intéressante, complexe. Vraiment, pour le coup, excellente saison en termes de scénar, encore une fois, et ça aurait été largement possible de remettre cette musique dedans, et de retrouver un petit peu ce côté soul class que la série retrouve malheureusement pas assez, je trouve, dans cette saison 2. Et c'est vraiment dommage. Encore une fois, c'est une question, pour le coup, c'est très subjectif, puisque il semblerait que peu de gens aient souligné ça, ou apprécié ça dans la saison 1, notamment, puisque les gens ont visiblement apprécié la fin de la saison, alors que pour moi, c'était de moins en moins présent, et ça enlevait beaucoup de qualité à la série. Mais en l'occurrence, c'est pour moi, à mon goût, plus assez là. Je ferme la parenthèse parce que j'en fais trop long sur ce point-là. C'est pas si grave que ça. On a aussi dans les points positifs, négatifs, entre guillemets mitigés, des scènes de combat qui sont pour le coup mieux gérées. Mieux gérées que dans la saison 1, comme je disais, il n'y a plus de gros effets du genre effets spéciaux en 3D et après on peut plus rien faire dans la saison, on n'a plus les moyens. C'est un peu mieux géré. Les combats, notamment avec Bushmaster, sont pas mal du tout. On a des vrais petits moments de chorégraphie qui sont sympas. Malheureusement, c'est entrecoupé de moments moins réussis. C'est-à-dire qu'on a eu 2 bonnes chorégraphies, notamment un des personnages de la série Defenders qui vient lui filer un petit coup de main à un moment donné, ils font des chorégraphies ensemble qui sont pas mal. Et ben, c'est un archétype. On a une super séquence où ils avancent tous les deux comme ça en combattant ensemble, blabla, mais ils tapent des coups et tout. Et il y a des plans où c'est excellent, ça va il y a du rythme, et puis d'un seul coup après t'as un plan qui rame un peu derrière, puis un autre plan qui rame un peu, puis de nouveau un plan où c'est cool, puis un plan où ça rame. Bref, c'est pas... c'est un peu trop en dents de scie. Un plan où c'est bien, 2 plans où c'est pas bien. Ça manque de rythme, ça manque de percussion, où on sent que les personnages attendent, où les coups sont pas... On sent que les coups sont pas vraisemblables, on voit que les coups sont pas vraisemblables, et c'est dommage. Mais globalement, ils ont l'intelligence de faire des séquences d'action relativement courtes, et plus les séquences sont courtes, en général, mieux ça fonctionne. Bon, on a quand même par moments des grosses fusillades et des grosses scènes d'action et de tension, c'est comme ça, c'est aussi le style de ces séries-là, hein. Comme je disais dans Jessica Jones saison 2, à un moment donné, il fallait visiblement qu'il y ait du super-héros dedans, ça a dû être critiqué par les fans, j'imagine, hardcore, auprès de Netflix, et donc du coup ça a été imposé qu'il y ait plus d'action dans les différentes séries. Dans Jessica Jones saison 2, c'est un peu forcé par moments, là dans Luke Cage, on sent clairement que ça fait partie du cahier des charges. Perso, autant dans Jessica Jones, je trouve que ça, par moments, c'est un peu trop rajouté, notamment dans la saison 2, autant là dans Luke Cage saison 2, ben je trouve que c'est plutôt bien géré, et on a au final ça rythme plutôt bien les épisodes, ce qui fait que les 13 épisodes passent vite, je trouve. C'est une saison globalement très agréable en termes de rythme. Donc vous voyez, je critique un petit peu le côté musical là, parce que je pense qu'il aurait pu être là, mais là pour le coup un côté un petit peu putassier, un petit peu genre on met de la baston parce que ça plaît aux gens, je trouve que ça rythme plutôt bien la série, même si c'est pas toujours réussi en termes de chorégraphie, que j'aurais aimé qu'il y ait un travail un peu plus minutieux qui soit fait là-dessus, quitte à y passer plus de temps et à mettre plus de moyens, hein, honnêtement. Mais je trouve que ça rythme plutôt bien la série, ça la rend plus agréable à regarder. La saison 1 avait tendance parfois à dormir un petit peu trop à cet endroit-là, et à défaut d'être parfaitement réussi, ça met du rythme. L'un des autres défauts que je trouve un petit peu à cette saison-là, c'est, au-delà de la perte de style de la série, c'est que, à un moment donné, on est quand même confronté face à une série qui est une suite. Et je suis pas encore convaincu que si on n'a pas vu la saison 1, on soit complètement... pris par les enjeux de cette saison-là. Ça manque un petit peu par moment d'explication. Ou simplement de remise en contexte, notamment sur l'importance d'un mec comme Cottonmouth ou comme le passé de Maria Dillard. Heureusement, ça revient dans des dialogues superbes, mais ça met un peu de temps à arriver, donc du coup, si on attaque par la saison 2, on risque d'être un petit peu largué. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire non mais c'est stupide, on attaque rarement une série par une saison 1. Bah en fait ça dépend, parce que la saison 2 a été critiquement bien encensée là. Donc je serais pas surpris qu'il y ait des gens qui commencent par là. Si vous commencez par la saison 2, j'ai envie de vous dire c'est un peu dommage. Parce qu'il va vous manquer des choses, je pense, pour piger un petit peu le trajet du personnage. Bon, c'est un petit bémol. Globalement,
C'est une excellente saison 2. Moi, j'ai passé un très bon moment devant. Pour vous donner tout de suite un regard mitigé sur les choses, ma compagne, qui avait plutôt aimé la saison 1, a pas trop accroché à la saison 2. Donc, j'ai dû un petit peu la forcer pour qu'elle mate la série jusqu'au bout, parce que j'ai trouvé que la fin était très bien, notamment, et je voulais qu'elle la voie. Mais sur les 3-4 derniers épisodes, elle a commencé à avoir du mal, elle est pas réellement rentrée dans cette saison. Donc... je mets un petit bémol à ce que je dis, visiblement il y a quand même des gens qui ont eu du mal à entrer dans cette saison, mais moi perso je trouve que l'écriture est bonne, le développement des personnages est vraiment très bon, Keo Dari Cocker a vraiment franchi un cap dans cette saison-là, et ça fait du bien de voir une thématique comme celle du Vigilante aller aussi loin, à devenir aussi complexe, et voir quelque part un être humain, parce que là vraiment Luke Cage pour le coup gagne beaucoup en humanité je trouve dans cette saison, notamment dans le fait que il finit la saison avec une sorte de victoire à la Pyrrhus, une victoire un peu grise comme ça. Je veux pas spoiler, mais vous allez voir, c'est complexe. Bref, je vous enjoins vraiment à regarder cette saison 2, je trouve qu'il y a vraiment eu un très bon taf de fait par Keo Dari Cocker, il faut vraiment lui tirer son chapeau, je trouve, sur cette saison 2. Et ça fait plaisir parce que, pour résumer un petit peu mon point de vue sur cette saison 2, on a enfin un Luke Cage complexe, on a les défauts toujours des séries The Defenders, mais ça va au-delà, parce que le scénario est au-delà, parce qu'on a des vrais cliffhangers qui fonctionnent, alors pas toujours, il y a certains cliffhangers qui sont vraiment faits genre, comme j'expliquais dans ma critique de la saison de Jessica Jones, il y a des cliffhangers forcés pour pousser les gens à voir l'épisode suivant, donc voilà, ils sont revenus un petit peu là-dessus en se disant... les gens nous ont trop critiqué en disant que voilà, j'ai regardé cet épisode, après je m'emmerdais, donc j'ai pas regardé la fin, donc ils sont revenus à des techniques un peu de télé simples, en ne partant plus du principe que vous téléchargez tous les épisodes, donc par définition vous voulez tous les regarder, mais plutôt on va vous donner envie par des cliffhangers de regarder l'épisode suivant à chaque fois, au moins en fin d'épisode. Ce que je comprends, hein, c'est toujours complexe de donner envie aux gens de regarder 13 heures de quelque chose. Je pense que pour l'instant on peut pas trop se défaire du cliffhanger, le public a pas l'air d'être prêt tout à fait à ça, à moins de réussir une tension exceptionnelle. Mais même pour vous donner un exemple très fort de ça, dans la série True Detective, notamment dans la saison 1, qui est excellemment écrite, il y a des cliffhangers de fou. Les fins d'épisodes sont des cliffhangers de fou. Il n'y a pas de cliffhanger ou très peu dans la saison 2, et comme par hasard, la saison 2 a été très critiquée, et moins de gens ont apprécié. Donc je pense que pour l'instant, on est encore à un stade où le grand public, moi y compris, hein, on accroche plus à un bon cliffhanger de fin d'épisode pour nous relancer façon lance-pierre dans l'épisode suivant. Et donc, de facto... c'est une très bonne saison de Luke Cage avec de la densité et surtout un scénario complexe, bien écrit, vraiment très bien écrit, qui joue très bien des limites de jeu de certains acteurs, mais qui profite aussi magnifiquement, et là je suis obligé de faire un vrai petit moment dessus, Alfre Woodard qui joue donc... qui joue Maria Dillard. Autant dans la saison 1 j'étais pas convaincu, je savais pas trop les personnages, autant là dans la saison 2 le personnage est génial. Il est vénéneux, il est violent, il est complexe, il est vraiment d'une noirceur terrible par moment, et en même temps je trouve qu'on comprend toujours d'où elle vient, c'est une vraie réussite. C'est Keo Dari Cocker peut entre guillemets, se vanter de quelque chose sur cette série, c'est d'avoir réussi un personnage comme Maria Dillard. C'est de l'excellent taf, et rien que pour ce personnage là je trouve que ça vaut le coup de mater les 2 saisons. Le trajet du personnage sur les 2 saisons est très intéressant. Bref, je vais m'arrêter là et je vais faire juste une toute petite parenthèse, puis il y a des infos qui sont arrivées ces dernières semaines, terribles, notamment moi perso, à la fin de cette saison 2, je me suis dit vivement la saison 3, parce que là j'ai envie de voir où ça va aller, comment Luke Cage va gérer un tel truc. Et ben il n'y aura pas de saison 3. Netflix a annoncé que la saison 3 était annulée, alors les raisons officielles seraient que il y a eu un conflit créatif entre Keo Dari Cocker, notamment l'acteur principal Mike Colter, qui est du côté donc de Keo Dari Cocker, le créateur de la série, et Netflix. Ils ne se sont pas entendus sur l'orientation à donner à la saison 3, et donc visiblement il n'y aura pas de saison 3. Et c'est vraiment dommage, hein. Je trouve finir la série comme ça, ce serait très dommage. Malheureusement c'est le marché. Netflix est un petit peu en train d'arriver au bout de son principe, c'est-à-dire que d'un premier cycle de son principe, hein, vous connaissez le principe de Netflix, on paye, on télécharge, on regarde tout ce qu'on veut, mais du coup on a tous les épisodes d'un coup, et je pense que les différents maîtreurs qui leur montrent le nombre de téléchargements d'une série, et donc pourquoi les gens s'abonnent à la plateforme, ne les a pas encouragés à envisager une saison 3 de Luke Cage. Les chiffres devaient ne pas être assez élevés. Je vais chercher un petit peu, parce que je ne sais pas trop comment c'est évalué ça. Si je les trouve, je vous ferai un petit point là-dessus, comment Netflix peut évaluer, comment des sites de streaming comme ça peuvent évaluer la réussite de leur série, le fait que les gens s'abonnent ou pas. Et en l'occurrence, donc la saison 3 n'aura pas lieu, et c'est, je trouve, une vraie déception. Autant après la saison 1, on m'aurait dit il n'y a pas de saison 2, j'aurais dit ok.
notamment après The Defenders aussi. Mais là, en l'occurrence, après la saison 2, quel dommage, quel dommage. K.O. Darry Coker avait quelque chose à raconter. Ça, par contre, j'en ai jamais douté, hein, même dans la saison 1. Je trouvais qu'il y avait des problèmes de rythme, de construction, plein de choses comme ça, d'écriture. Mais là, dans la saison 2, ce qu'il raconte, c'est vraiment très très bien. Enfin voilà, quoi. En plus on sentait qu'il y avait vraiment une population nord-américaine qui s'est reconnue dans la série, puisque dans la saison 1 on avait des guests comme le chanteur de Public Enemy, là dans la saison 2 on a pas RZD, pardon, on a à un moment donné KRS-One, bref, du lourd qui vient encore une fois chanter et slammer dans la série. Et ça prouve que la série a du poids, un poids moral, et poser des questions à des endroits qui plaisaient vraiment à toute une culture américaine, nord-américaine. Je sais pas si ça a freiné un peu Netflix, parce qu'ils ont eu peur peut-être d'être en train d'enfermer quelque part Luke Cage dans un style de revendication politique qui les dérangeait. C'est vraiment une supposition, j'en sais rien. Hein. Mais c'est vraiment dommage, parce que Luke Cage avait vraiment franchi un cap de maturité entre cette saison 1 et cette saison 2. Et maintenant, après cette saison 2, je vous enjoins à mater la saison 1, rien que pour voir la saison 2. C'est vraiment du très bon taf, Luke Cage. Voilà. Je vais m'arrêter là, vous avez compris mon avis. Si vous voulez voir une série avec une écriture dense sur un personnage de vigilante, de héros qui se bat avec ses poings, entre guillemets, et qui est confronté à la limite de ça, Luke Cage saison 2, c'est vachement bien, c'est vachement bien. Et ça vous fera passer un bon moment, il y a des bons cliffhangers, c'est pas des grandes scènes d'action, mais vous savez que je suis tatillon sur le sujet, alors je pense pas que ça vous choquera trop, ça devrait passer. La plupart des gens ont l'air d'adhérer, de pas trop critiquer ça, donc ça a l'air d'être mon cheval de bataille perso, donc ça devrait passer, ça devrait vous plaire, j'imagine. En tout cas, je vous enjoins à mater cette saison 2 de Luke Cage, et notamment la saison 1 pour voir tout en entier, c'était du bon taf, et je suis curieux de voir ce que fera K.O. Darry Coker s'il n'y a pas de saison 3 ou un autre projet qui tourne autour de Luke Cage qui est mis en place. Je vais m'arrêter là, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, ça fait vraiment plaisir, j'ai eu quelques critiques dernièrement, quelques commentaires très intéressants, ça m'a fait beaucoup de bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des séries, des films, même des anciennes vidéos, il n'y a pas de souci. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo de H-Show, et je vous remercie encore beaucoup les amis, n'hésitez pas à tweeter, Instagrammer, mais surtout, Facebook est ok d'accord, mais surtout commenter, me donner votre avis. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de H-Show. Salut les amis, ciao ciao.